Après avoir abordé le thème 1, le thème 2 et l'esthétique, c'est encore une fois avec un immense plaisir que je reviens boucler avec vous la question épistémologique, ou tout simplement l'épistémologie. Bien. Qu'est-ce que l'épistémologie? Pour appréhender cette notion, on va essayer de schématiser pour aller de façon plus technique. Alors, dans le domaine 1, on a eu à montrer que d'abord, les premières formes de connaissances que l'homme a eu à utiliser pour justifier le sens de l'existence étaient entre autres le mythe, la magie et la religion. Par la suite est née la philosophie, si on s'en tient à un penseur comme Jean-Pierre Vernant, qui nous dit que la philosophie est née du mythe et contre le mythe. Ensuite est apparue la pensée scientifique qui est née de la philosophie, ou bien comme le dira quelqu'un comme Moussé Diène, des entrailles de la philosophie. Bien, maintenant, l'épistémologie n'est rien d'autre qu'une réflexion philosophique, c'est-à-dire une branche de la philosophie, qui a pour objet de connaissance une étude ou bien portant sur les connaissances humaines d'une manière générale. Quand on parle de connaissances humaines d'une manière générale, il y a le mythe, il y a la magie, il y a la religion, il y a la science et il y a la philosophie. Maintenant, après avoir pris sa naissance de la pensée mythique, la philosophie a engendré la science. Mais après avoir donné naissance à la science, la philosophie ne se contente pas que de donner naissance à la science, elle porte en même temps une étude critique sur les principes, sur les méthodes et les résultats de la science. Alors, cette réflexion critique de la philosophie sur les principes, les méthodes, les résultats de la science, d'une part, et sur les principes de connaissance du mythe, de la magie et de la religion, est ce qu'on appelle généralement l'épistémologie. Donc, l'épistémologie est une réflexion critique visant à sonder la véracité de ces formes de connaissances ou tout simplement analyser leurs principes, leurs méthodes, leurs résultats pour évaluer leur validité et leur fiabilité. Alors, de ce point de vue, l'épistémologie est une réflexion critique sur le savoir humain d'une manière générale. De ce point de vue, on peut distinguer deux types d'épistémologie. Parce que si on analyse de la sorte, on comprendra que l'épistémologie n'a pas pour objet de connaissance ou bien comme objet de réflexion uniquement la science, en tant qu'elle porte sur le mythe, sur la magie et sur la religion. L'épistémologie devient tout simplement une réflexion générale. C'est ce qui nous permettra de parler de l'épistémologie générale. Par l'épistémologie générale, on entend cette vocation de la philosophie qui réfléchit sur les principes de connaissance, des méthodes et des résultats de la science, mais aussi des autres formes de connaissance. Ensuite, il y a une épistémologie, ce qu'on appelle l'épistémologie particulière, qui réfléchit spécialement sur la science, notamment ses principes de connaissance, ses méthodes et ses résultats.
Maintenant, dans le cadre de notre étude, on ne va pas se focaliser sur l'épistémologie particulière, c'est-à-dire qui a pour orientation l'étude des principes, des méthodes et des résultats de la science, mais l'épistémologie générale pour analyser la naissance de la science. Ce qui nous permettra d'étudier d'abord ce qu'on va appeler l'émergence de la pensée scientifique. L'émergence de la pensée scientifique. Alors, comment on est arrivé à la science d'abord? C'est que la science n'est pas née ex nihilo. Parce qu'avant la science, il a existé ces formes de connaissances, notamment la connaissance mythique, ou bien tout simplement le mythe, la magie, qui vont nous intéresser particulièrement. Le mythe d'abord est une forme de connaissance, n'est-ce pas, communément appelée un récit fabuleux et imaginaire visant à expliquer les phénomènes naturels. C'est très important de comprendre cela, que le mythe expliquait les phénomènes naturels. Alors, en quoi cela sera-t-il important de savoir que le mythe avait pour vocation d'expliquer les phénomènes naturels? Parce qu'effectivement, en se postulant comme une pensée qui expliquait les phénomènes naturels, le mythe préparait déjà l'avènement de la science. Pourquoi? Parce que quand la science naîtra, elle ne fera autre chose que tenter d'expliquer les phénomènes naturels en dégageant le rapport de causalité existentielle entre, n'est-ce pas, les choses ou bien les lois de la nature en s'occupant de la matière. Ce qui veut dire, si le mythe, n'est-ce pas, s'est défini comme une pensée qui tentait de justifier effectivement, n'est-ce pas, les phénomènes naturels en expliquant, n'est-ce pas, leur rapport, effectivement, la pensée mythique a en quelque sorte inauguré la pensée scientifique, ou bien en termes clairs, a préparé le terrain à l'avènement de la science, en tant que la science se définit comme une connaissance qui vise à établir le rapport de causalité existant entre les phénomènes naturels. Bien. Après cela, il y a aussi la magie. Maintenant, il y a une nuance entre la magie et le mythe. Certes, le mythe expliquait les phénomènes naturels, nous permettait de comprendre les phénomènes naturels, mais la magie n'avait pas pour vocation de nous faire comprendre les phénomènes naturels, mais juste à maîtriser la nature. La magie confère une certaine maîtrise de la nature. Pourquoi? Parce que, effectivement, le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule les phénomènes naturels, ou bien les lois existantes entre les phénomènes naturels, afin de pouvoir maîtriser la nature. Maintenant, en tant que la science, d'abord, a pour finalité, c'est-à-dire que la science, parce qu'elle va donner naissance à ce qu'on appelle la technique. On reviendra sur ça, sur le rapport entre science et technique. Effectivement, on se rend compte que la magie, en conférant une certaine aptitude, une certaine capacité à maîtriser, n'est-ce pas, la nature, la technique, n'est-ce pas, se retrouvera dans ce sens. Autrement dit qu'effectivement, la magie aussi a préparé le terrain à l'avènement de la technique. Alors, il y a quelque chose dans la magie qui intéresse particulièrement la science. Parce que la magie repose sur ce qu'on appelle la croyance au déterminisme naturel, c'est-à-dire le rapport de causalité. En tant que la magie met en évidence le rapport de causalité entre les phénomènes de la nature, la science va reprendre ce déterminisme de la magie, c'est-à-dire la croyance à l'existence de causalité entre les phénomènes de la nature. Alors, en cela, la magie aussi, d'une certaine manière, a préparé effectivement l'avènement de la science par le déterminisme naturel, mais aussi à préparer l'avènement de la technique par la maîtrise de la nature. Maintenant, après cela, on peut analyser ce qu'on pourrait appeler les différents types de connaissances de façon très rapide. Je mets les différents types
les différents types de connaissances. Alors, l'homme, d'une manière générale, dispose de 2 canaux de connaissances. Parmi ces canaux de connaissances, on a d'abord les sens, d'une part, mais d'autre part, on a ce qu'on pourrait appeler l'intellect, ou tout simplement l'esprit. Par exemple, je peux connaître une chose par mes organes de sens, c'est ce qu'on appelle communément la connaissance sensible qui renvoie à l'ensemble des connaissances acquises par, n'est-ce pas, le contact que nos sens opèrent avec les objets qui nous révèlent effectivement le goût ou bien tout simplement l'état de la chose ou la couleur de la chose, etc., etc. Ça, c'est une connaissance possible. Mais deuxièmement, on a ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire la connaissance qui repose sur l'esprit indépendamment des organes de sens. Par exemple, quand je dis que Dieu existe, par exemple, Dieu existe, je le sais non pas parce que je l'ai vu, je le sais non pas parce que je l'ai senti, je le sais non pas parce que je l'ai touché, mais je le sais uniquement par ma raison. C'est comme par exemple l'existence de l'âme. Quand je dis que l'âme existe, c'est une connaissance que j'ai acquise indépendamment de mes sens, donc ce n'est pas une connaissance sensible, c'est une connaissance acquise par l'intellect ou tout simplement par l'esprit. Alors, une telle connaissance acquise par l'esprit, c'est ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle ou tout simplement la connaissance rationnelle. Alors, la question qui se pose ici, c'est de savoir est-ce que la science est une connaissance rationnelle ou bien est une connaissance sensible. La science d'abord se veut une connaissance rationnelle qui s'oppose immédiatement au sens, parce que nous savons que pour Platon et Descartes, les sens sont trompeurs. Donc pour éviter la tromperie posée par les sens, la science se démarque du sensible et se veut tout à fait rationnelle. Bien, après cela, on peut poser ce qu'on pourrait appeler les conditions d'émergence, si vous voulez, de la science. Ou tout simplement de l'esprit scientifique. Parmi ces conditions, effectivement, de connaissance de l'esprit scientifique, ce qui nous permettrait de poser une certaine évolution, il y a 2 thèses qui se sont affrontées. D'une part, d'abord, c'est la thèse nietzschienne, élaborée aussi par Auguste Comte, qui considère que la science est née de l'évolution de l'esprit humain. Autrement dit, si on revient ici, on peut comprendre qu'effectivement, l'esprit humain a évolué au cours de l'histoire. Parce que, pour Auguste Comte, l'esprit humain est passé, n'est-ce pas, dans 3 phases. Il y a ce qu'il appelle la phase de l'enfance de l'esprit, où l'esprit tentait d'expliquer les phénomènes naturels en s'appuyant sur la croyance. C'est ce qui implique la connaissance mythique ou la connaissance religieuse qui renvoie à, n'est-ce pas, l'enfance de la raison. Ensuite, l'esprit a évolué pour tenter d'appréhender le réel par lui-même. Alors ici, il s'agit d'une certaine autonomie encore de la raison qui a commencé à se démarquer du sacré. Et en se démarquant du sacré, effectivement, l'esprit est arrivé à ce qu'on pourrait appeler à l'adolescence de la raison, c'est-à-dire à l'état ou à la phase philosophique. Maintenant, pour Auguste Comte, cette phase philosophique n'est pas une phase tout à fait efficace, satisfaisante, parce que l'esprit philosophique, effectivement, bien qu'il soit rationnel, ce n'est pas un esprit positif en cela qu'il ne peut pas poser des preuves apodictiques ou bien des résultats apodictiques ou bien une connaissance tout à fait objective. C'est pourquoi l'esprit, encore pour arriver à la maturité, a abouti à une autre évolution qui est celle de l'avènement de l'esprit scientifique, où l'esprit, en arrivant à sa maturité, a pu quand même avoir la capacité de poser des résultats qu'il parvient à justifier par la vérification et par conséquent des connaissances scientifiques deviennent des connaissances apodictiques qui traduisent d'une certaine manière effectivement ce qu'on pourrait appeler la maturité de l'esprit. Maintenant, ça c'est la thèse de Auguste Comte, aussi renforcée par Nietzsche. En dehors de cela, il y a la thèse de Gaston Bachelard.
Parce que Gaston Bachelard n'est pas d'accord avec cette condition, parce que pour Gaston Bachelard, la science est née, non pas de l'évolution, laquelle évolution est soutenue par, je disais tout à l'heure, par Auguste Comte et Nietzsche. Maintenant, Gaston Bachelard dira que tout simplement, la science n'est pas née de l'évolution de l'esprit, mais la science est née de la rupture. Alors, ce qui nous permettrait tout simplement de parler de ce qu'on pourrait appeler l'esprit scientifique. Qu'est-ce que l'esprit scientifique? L'esprit scientifique, c'est un esprit, n'est-ce pas, selon Gaston Bachelard, qui repose sur ce qu'on appelle la critique. Alors, on va essayer de récupérer effectivement le tableau pour poser la notion de l'esprit critique, qui est effectivement essentielle en science. Alors, je maintiens ici. Voilà, l'esprit scientifique. Qu'est-ce qu'un esprit scientifique? Je disais tout à l'heure que l'esprit scientifique est avant tout un esprit critique. Mais qu'est-ce qu'un esprit critique? C'est un esprit qui procède par ce qu'on appelle la remise en cause ou par exemple, tout simplement la rupture par rapport à l'ordre du déjà là. La science est une connaissance qui procède par rupture. Pourquoi? Parce que selon Gaston Bachelard, effectivement, il y a dans la science ce qu'on pourrait appeler les obstacles épistémologiques. Voilà, les obstacles épistémologiques. C'est la chose la plus essentielle dans cette partie, de savoir ce que c'est un obstacle épistémologique et quels sont les types d'obstacles épistémologiques que nous avons. Parmi les obstacles épistémologiques que nous avons, il y a ce qu'on pourrait appeler d'abord les obstacles internes et les obstacles externes. Mais qu'est-ce qu'un obstacle épistémologique? Un obstacle épistémologique, c'est tout ce qui empêche à la science effectivement de poser correctement son étude qui constitue en quelque sorte un blocage par rapport à une étude objective des phénomènes. Cela nous dit, parmi ces obstacles, il y a certains qui sont externes, des obstacles externes. Et parmi ces obstacles externes, on a par exemple l'opinion. On a aussi ce qu'on pourrait appeler la croyance. On a les préjugés, qui sont parmi tant d'autres des obstacles qui sont externes à la science. Alors, effectivement, ces opinions, ces formes de croyances, ces préjugés sont déjà ancrés dans notre esprit et que la science ne serait commencée que lorsqu'elle décide d'opérer une rupture, de se débarrasser de ces formes d'opinion, de ces croyances, de ces préjugés, afin de purifier l'esprit tout simplement de ces vieux démons ou tout simplement de son dogmatisme. Alors, cela semble être nécessaire pour Gaston Bachelard, parce que c'est en se démarquant de ses opinions, de ses croyances, que l'esprit se purifie, et en se purifiant, l'esprit se rajeunit. Alors, en se rajeunissant, qu'est-ce qui va se passer finalement? L'esprit, en se rajeunissant, parviendra tout simplement à recevoir de nouvelles formes de connaissances ou de nouvelles idées qui s'opposent parfois par rapport aux connaissances déjà acquises, qui sont de nature, en quelque sorte, à bloquer l'esprit
parce que la science doit se démarquer de toute forme de dogmatisme afin de pouvoir étudier la réalité ou l'objet de la façon la plus indépendante, de la façon la plus libre, de la façon la plus autonome. Mais cette autonomie, cette indépendance, cette objectivité ne sera acquise qu'au cours d'une conquête de l'esprit afin de se libérer d'abord de ses opinions, de ses croyances et de ses préjugés. Et par cette purification, n'est-ce pas, l'esprit doit se positionner dans une disponibilité à recevoir ces nouvelles formes de connaissances. Mais il y a d'autres obstacles qui ne sont pas essentiellement externes, mais qui sont internes à la science. Premièrement, d'abord, c'est dû à la complexité de l'objet. Parce que, selon Gaston Bachelard, il y a une certaine complexité par rapport à l'étude de certains objets. Ça, c'est des obstacles liés à la science elle-même. Mais autre aussi obstacle que l'on retrouve, n'est-ce pas, c'est la croyance ou bien l'adhésion à ce qu'on pourrait appeler les paradigmes. Les paradigmes, ce sont des théories scientifiques déjà établies et qu'on a souvent du mal à surmonter ou à dépasser. Par exemple, quand on considère l'exemple d'Aristote, qui avait établi la thèse selon laquelle que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, jusqu'au XVIIe siècle, cette thèse a été acceptée. Alors, à partir de ce moment, lorsqu'au XVIIe siècle, Galiléo Galilée vient pour renverser cette thèse, qu'est-ce qui se passe? Toute la communauté était dogmatique par rapport à l'ancienne théorie, et cela même a coûté, n'est-ce pas, la condamnation à Galiléo Galilée. En clair, ce qui veut dire que la science, d'une part, doit être critique par rapport aux opinions, aux croyances, aux préjugés, se débarrasser de ses connaissances, mais aussi elle doit être antidogmatique, elle doit commencer par le renversement de ses propres théories afin de les dépasser. C'est ce dépassement qui pourrait entraîner ce qu'on pourrait appeler le progrès ou l'évolution de la science. Ça, c'est le caractéristique de l'esprit scientifique, ce qui veut dire que la science est une connaissance critique à l'image de la philosophie qui commence toujours par la rupture, par une certaine, n'est-ce pas, opposition par rapport à l'ordre établi. Et enfin, on peut parler du rapport entre science et technique. Alors, pour parler un peu du rapport entre science et technique, c'est simple. Alors, qu'est-ce que la science? La science, d'abord, c'est une connaissance théorique. La technique, c'est la mise en application des connaissances scientifiques. Alors, à partir de ce moment, ce qui va nous intéresser, c'est en quoi il y a une imbrication entre la science et la technique. Selon Henri Bergson, l'homme d'abord était un homo faber, c'est-à-dire un être qui fabrique des outils avant d'être un homo sapiens. Ensuite, l'homme, n'est-ce pas, aujourd'hui, avant d'être un homo faber, c'est un homo sapiens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la science est antérieure à la technique et la technique n'est rien d'autre que l'application des théories scientifiques. Alors, à partir de ce moment, cette application de des théories scientifiques va avoir à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une utilité. Parce que la science en tant que telle, elle est théorique et désintéressée. J'ai l'habitude de dire qu'effectivement, ce n'est pas la science qui développe notre monde, mais c'est la technique. Pourquoi? Parce que la technique, en visant l'utilité, elle va modifier nos conditions de vie, elle va modifier nos conditions d'existence. La technique va révolutionner la vie elle-même. Ça, c'est un. Deuxièmement, la technique confère à l'homme la capacité de dominer la nature. Donc, ce n'est pas la science qui est avantageuse en tant que telle, mais c'est surtout la technique. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les sociétés développées, on parle de mieux en mieux de la technoscience, qui est la mise en application des théories scientifiques. Maintenant, cette technique ou bien cette technoscience, c'est-à-dire cette association, cette alliance entre science et technique, n'est-ce pas, impliquera d'une part une utilité incontournable, parce que, regardez bien, la science aujourd'hui, par la technoscience,
est parvenu à réduire l'existence, à améliorer les conditions d'existence de l'homme, à faire de l'homme le maître et le possesseur de la nature. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une certaine imbrication dans la science en tant que magique, en tant que la magie confère la puissance de maîtriser la nature, mais en même temps, la technique, la technoscience semble être dangereuse. En cela d'abord, qu'elle parvient tout simplement à créer des dégâts à la fois spirituels et matériels, des dégâts moraux. Pourquoi? Parce que cette alliance entre technique et science confère beaucoup d'importance à l'argent, confère beaucoup d'importance à l'apparence, confère beaucoup d'importance tout simplement aux biens matériels. C'est ce qui crée d'une certaine manière ce qu'on appelle l'individualisme, c'est ce qui crée ce qu'on appelle la destruction de la nature. Regardez bien, la baie de Han, qui est l'une des plus belles baies au monde, après la baie de Mexico, va selon les experts disparaître d'ici 5 ans, et cela c'est à cause de la technique. Maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, n'est-ce pas, ou l'effet de serre qui entraîne tout simplement, n'est-ce pas, le réchauffement climatique et finalement qui conduit l'homme dans une situation périlleuse, dans une situation dangereuse où l'humanité est menacée dans son intégralité. Ce qui veut dire qu'en somme, que la technique, n'est-ce pas, ou bien cette alliance entre technique et science menace constamment l'existence humaine et au bout du compte, c'est la vie humaine même qui sera impossible sur Terre. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on assiste à la montée des eaux, car, n'est-ce pas, la Terre est en train d'être bue par l'eau et au bout du compte, effectivement, la vie sera impossible sur Terre. Et maintenant, on peut comparer, n'est-ce pas, la technoscience à la philosophie. C'est vrai qu'effectivement, la philosophie, par opposition à la technoscience, ne peut pas effectivement nous donner un apport matériel, ne peut pas nous donner un luxe. La philosophie ne nous donne pas du matériel, ne nous donne pas du luxe, ne nous confère pas une certaine aisance de vie, parce qu'effectivement, la philosophie ne vise pas l'apparence, la philosophie ne vise pas le matériel, elle ne vise que ce que Henri Bergson appelle un supplément d'âme. La philosophie vise le spirituel, la philosophie vise le moral, et en définitive, n'est-ce pas, si la technique et la science peuvent nous donner effectivement une aisance de vie matérielle, la philosophie ne pourra tout simplement que libérer notre esprit, que nous permettre de prendre conscience. Elle ne fera en quelque sorte qu'effectivement nous donner ce qu'on pourrait appeler l'ataraxie. En somme, la science nous donne un bonheur matériel, la philosophie nous donne un bonheur spirituel, c'est-à-dire l'ataraxie qui est la paix de l'âme. On peut se demander, est-ce qu'aujourd'hui la philosophie a sa raison d'être? Oui, elle a bel et bien sa raison d'être en tant qu'elle constitue un apport spirituel, un supplément d'âme, ou bien comme le dira Hegel, la philosophie enrichit et accroît les forces de l'âme. C'est cette force qui nous permettrait de supporter l'atrocité de la vie. Merci encore une fois, je vous remercie pour votre compréhension et en somme, n'oubliez pas, je vais mentionner le site, n'est-ce pas, 3W si vous voulez, point, ma classe mobile.com. Veuillez visiter le site. Nous vous proposons en quelque sorte toute la facilité d'appréhender le programme de la philosophie, d'histoire, de géographie, de français et toutes les disciplines, notamment l'anglais, les SVT, l'économie générale, pour vous épanouir, parce que votre épanouissement, c'est ce qui nous épanouit. Sans votre épanouissement, le nôtre n'a pas de sens. Donc, ayez la chance de s'épanouir avec nous et donc donnez-nous en même temps l'occasion de s'épanouir avec vous en consultant notre site, en nous adressant vos questions qui seront heureusement et avec plaisir, n'est-ce pas, entretenu, tout simplement récupéré et nous vous apporterons très prochainement toutes les réponses que vous nous poserez avec un réel et immense plaisir. Je vous remercie, c'était votre ami Alpha Keita Diamanka. À la prochaine fois.